Depuis la fin du Xe siècle, le Maghreb central était occupé par la dynastie ziride, vassaux et lieutenants des Fatimides. En 1004, Ahmad ibn Boulougine fut envoyé dans l'ouest pour pacifier la région. En échange, il reçut la ville de Achir, le Maghreb central et toutes les villes qu'il soumettrait. C'est dans les monts des Mahdides, dans un vaste cirque entouré de versants escarpés, que Ahmad, fort de ses succès, fonda en 1007 la Kala, véritable ville forteresse, capitale des Hammadides. La Kala était bordée d'une large enceinte en pierre qui comportait 3 portes principales. Aujourd'hui en ruine, les études menées depuis le début du XXe siècle sur le site nous ont permis de proposer une hypothèse de reconstitution de certaines zones. L'aménagement urbain s'est fait sur les 4 parties les plus basses du terrain, constituant des quartiers, chacun doté d'un palais. Parmi eux, le quartier du Palais du Lac, celui de la Mosquée et celui du Palais du Manar. D'après les sources, la ville connut un important rayonnement culturel, scientifique et commercial, attirant en ses murs des personnages célèbres de l'époque, comme le savant Abd al-Rahim ibn Isaac ibn al-Majloun al-Fassi, ou le poète et savant Abu al-Fadl ibn al-Nawi. Le palais du lac, ainsi nommé en raison de son grand bassin, constitue l'un des plus importants complexes de la Kala. Situé au cœur de la ville, il est ceint d'une muraille en pierre et composé de plusieurs groupes de constructions distinctes. Il semble qu'initialement, l'ensemble était une citadelle composée de plusieurs palais. Ce bassin en marbre gris a été découvert sous un dallage de l'angle nord-ouest de la cour. Au sein des palais, les bassins n'avaient pas seulement une fonction utilitaire. Ils permettaient l'alimentation en eau et rafraîchissaient les pièces, mais servaient également à divertir les habitants et avaient une fonction esthétique importante. Plusieurs carreaux de revêtements aux formes variées ont été découverts, en particulier dans les palais du lac et du Manar. Certains présentent un riche décor, comme les carreaux en forme d'étoile à 8 pointes, alternant avec des croix ornées de lustres métalliques, technique originaire de Mésopotamie, initiée au IXe siècle. Qu'ils aient été importés ou produits sur place, ces carreaux attestent de la richesse du décor des palais de la Kala. Ce grand espace entouré de portiques était vraisemblablement un bassin. Il abritait peut-être des joutes nautiques. Dans le monde islamique, on connaît d'autres exemples proches, tel le bassin almohade de la Ménara à Marrakech. Le bassin de la Ménara, qui s'étend sur environ 3 hectares, servait notamment au stockage de grandes quantités d'eau destinées à l'irrigation des vergers alentours. Les études des sols du bassin de la Kala ont révélé une méthode de construction similaire à celle qui fut employée plus tard par les Nasrides dans les bassins de l'Alhambra à Grenade. La grande mosquée de la Kala se trouve sur le versant sud d'un vaste coteau, à 1000 mètres au-dessus de la mer. L'édifice a connu plusieurs phases de construction. Dans sa première phase, la salle de prière était divisée en 13 nefs perpendiculaires au mur de la Qibla, mur en avant de la salle de prière tournée vers la Mecque. Ces nefs étaient séparées par des arcades reposant sur des piliers. Celle du centre, plus large que les autres, menait au mihrab, niche incluse dans le mur de la Qibla, indiquant l'orientation de la prière. De part et d'autre, 2 ouvertures donnaient l'une vers la salle où l'on rangeait le minbar, sorte de chaire à prêcher, et l'autre vers les appartements de l'imam. Les nefs ouvraient par des baies sur la cour, pourvues d'un seul rang de portiques.
Le plan de la mosquée offre des ressemblances avec celui des grandes mosquées de Cordoue en Espagne et de Kéroua en Tunisie, dans lesquelles on retrouve les nefs perpendiculaires à la Qibla, la cour cernée de portiques et les petites pièces de part et d'autre du mihrab. Durant la seconde phase de construction, le portique fut agrandi et prolongé pour faire le tour de la cour. La façade de la salle de prière fut renforcée par la fermeture de certaines baies. Dans les angles de la cour, des édifices furent ajoutés. C'est certainement durant cette phase que fut construite la Maksoura, dont les murs dépassaient les toits de la salle de prière. Cet espace en avant du mihrab était réservé au souverain et constitué de plusieurs nefs parallèles à celui-ci qui modifièrent l'axialité du monument, lui conférant un profil similaire à certains édifices almohades, comme la mosquée de Hassan à Rabat ou celle d'Al-Mansour à Tlemcen. Dans l'ultime phase de construction, correspondant à la période du déclin de la ville, l'ordonnance principale de l'édifice n'est pas modifiée. Les travaux de cette phase furent réalisés avec des matériaux provenant de démolition. Les entrées de part et d'autre du minaret furent condamnées et un étage fut rajouté aux constructions des angles. Dans l'axe du mihrab, inclus dans le mur nord, se trouvait le minaret construit sur un plan carré similaire à ceux de Syrie. Durant la seconde phase, il fut doté d'un décor de céramique sur sa face sud et son escalier de bois fut remplacé par un escalier maçonné. Son décor s'organise en 3 registres verticaux. Une plaque rectangulaire ornée de palmettes et de rinceaux surmonte l'entrée. Au centre se superpose une série d'arcades, aveugles ou non, dont les formes varient du brisé au plein cintre. De part et d'autre de ce registre, des niches aveugles, parfois achevées par des décors de coquilles. Ou au fond, ornées de mosaïques de céramique ou de croix modelées en stuc, s'organisent symétriquement. Les premiers chercheurs ont vu dans certains éléments du décor un lien avec des motifs antiques et byzantins. Détruit dans son sommet, on peut supposer qu'il était surmonté de merlons et d'un lanternon, similaire à celui de la mosquée de la Koutoubia à Marrakech. La forme et le décor du minaret sont à mettre en lien avec les édifices contemporains de la Giralda de Séville et de la Tour Hassan de Rabat. Le palais du Manar est établi sur un piton rocheux escarpé. Les fouilles anciennes et l'état lacunaire des vestiges rendent ces structures parfois difficiles à appréhender. Ce palais est un complexe architectural composé de 5 bâtiments et ceint d'un rempart. Le 5e édifice, encore partiellement debout, qui complète ce complexe, est celui que l'on nomme le donjon. Bâti sur un plan carré, il comporte des avant-corps sur 3 côtés. Il jouait certainement un rôle défensif et présente dans son architecture une forte influence orientale, notamment fatimide. D'après une chronique arabe, il était équipé d'un appareil à miroir servant à prévenir les habitants en cas de danger. Le bâtiment possédait un étage. Au centre, une salle cruciforme était couverte d'une coupole qui reposait sur des colonnes de marbre noir. Ce type de plan, originaire de l'Orient ancien, est présent dès l'époque omeyyade. Le palais du Manar a livré un important décor, lambris, dalles et colonnes de marbre, peintures murales, stucs, céramique de revêtement pour les sols et les murs. Ces matériaux luxueux et leurs combinaisons rappellent les décors sassanides ou byzantins. Le décor du palais du Manar offre un petit aperçu de la richesse et du raffinement développé chez les Hammadides. Dans le courant du XIIe siècle, la puissance de la ville commença à décliner au profit de bougies. Pillée et détruite à plusieurs reprises, les sources n'en font plus mention au siècle suivant.